23 juin 1950, 15 heures précises, dans l'appartement exigu du 10 Monroe Street, au cœur du Lower East Side de New York, où l'air stagnant porte l'odeur âcre des ordures fermentant dans la chaleur moite de l'été, un soleil pâle filtrant à travers les rideaux jaunis par la fumée des usines voisines. Vous sentez la moquette usée, collée sous vos semelles, imprégnée d'une humidité persistante qui suinte des murs de briques poreuses, tandis que le tic-tac obsédant d'une horloge murale, vestige d'un grand-père immigré, découpe le silence comme une lame émoussée. Julius Rosenberg, 32 ans, ingénieur aux épaules voûtées par des nuits passées à souder des circuits secrets dans l'ombre des arsenaux de Fort Monmouth, est assis à la table de formica ébréchée de la cuisine, ses doigts tachés d'encre et de graisse mécanique, pianotant nerveusement sur un journal plié, le New York Times du jour, dont les gros titres hurlent les fureurs de la guerre de Corée, cette poudrière qui fait trembler les fondations mêmes de l'Amérique. Sa chemise blanche, amidonnée avec soin mais déjà fripée par la sueur qui perle à son front, colle à sa peau pâle, et dans ses yeux sombres, cerclés de fatigue, danse une lueur d'inquiétude contenue, comme un feu couvant sous la cendre d'une vie apparemment ordinaire. Est-elle, sa femme, 34 ans, ancienne actrice et militante communiste, aux cheveux châtains relevés en un chignon strict, verse du thé noir dans des tasses ébréchées, ses mains fines tremblant imperceptiblement, portant encore l'odeur résiduelle du savon bon marché et du métal froid des machines à écrire sur lesquelles elle tape des pamphlets syndicaux la nuit tombée. L'appartement, ce cocon précaire de papier peint décollé et de meubles dépareillés, respire l'illusion d'une normalité familiale. Mais, sous cette surface lisse, bouillonne un réseau d'ombres. Des microfilms cachés dans des sockets électriques, des mots codes glissés dans des enveloppes anodines, des rendez-vous chuchotés au téléphone avec des contacts du parti, ces fils invisibles tendus vers Moscou, vers le GRU, vers un idéal rouge qui ronge les tripes comme un acide lent. Les deux garçons, Michael, 8 ans, et Robert, 5 ans, jouent sur le sol jonché de jouets usés. Un train en bois écaillé, des soldats de plomb aux fusils tordus, leurs rires aigus tranchant l'air lourd comme des éclats de verre. Michael, l'aîné, aux cheveux noirs en bataille et aux yeux vifs hérités de son père, rampe sous la table, ses genoux râpant le lino craquelé, inhalant l'odeur poussiéreuse des jambes de pantalon de Julius, imprégné de sueur et de tabac bon marché. Robert, plus menu, suce son pouce, ses petites mains potelées agrippant un camion miniature dont les roues grincent faiblement. Un jouet qui évoque malgré lui les convois secrets roulant dans la nuit vers des points de rendez-vous anonymes. L'atmosphère est saturée de cette tension sourde, palpable, comme la pression d'un orage qui s'annonce. Julius jette un regard furtif vers la fenêtre, où les silhouettes des passants juifs orthodoxes défilent dans la rue bruyante, leurs cafetans noirs flottant comme des fantômes dans la lumière déclinante, et il sent son pouce accélérer, un battement sourd dans ses tempes, car il sait que les murs ont des oreilles, que le FBI rôde dans les ombres des dîners et des synagogues, leurs agents en costume gris anonyme notant chaque plaque minéralogique, chaque appel sortant. Ethel pose la théière avec un cliquetis sec, ses lèvres pincées en une ligne fine, et elle murmure d'une voix basse, presque inaudible, sous le bourdonnement distant d'un ventilateur défaillant. « Julius, les garçons ont posé des questions sur le monsieur qui est venu hier soir. » Ces mots planent comme une fumée toxique, et Julius sent un froid glacial remonter le long de sa colonne vertébrale, malgré la chaleur oppressante, le métal imaginaire d'un Luger soviétique pesant dans sa paume moite. C'est alors que Michael, surgissant de sous la table comme un diable de sa boîte, ses joues rougies par l'effort, pointe du doigt la sacoche en cuir usé posée négligemment sur le frigo, cette sacoche qui contient non des outils d'ingénieur, mais des schémas volés de proximité fuse de missiles,
des équations arrachées au cerveau du projet Manhattan, des secrets lourds comme du plomb fondu. « Papa » demande-t-il d'une voix claire, innocente, perçant le silence comme une grenade dégoupillée. « Pourquoi ce monsieur hier soir t'a donné une boîte qui fait du bruit quand on la secoue, comme des bonbons magiques? Et pourquoi maman a dit qu'il fallait la cacher dans le mur avant que les méchants policiers viennent ?» Le temps s'étire, se fige en un microsécond étiré à l'infini. Julius sent son cœur se contracter violemment. Un étau de glace enserrant sa poitrine, l'air se raréfiant dans la pièce étouffante, tandis que l'odeur du thé refroidi se mêle à celle aigre de la peur qui suinte de ses pores. Ethel pâlit, son visage devenant un masque de cire, ses doigts crispés sur le dossier de la chaise en bois égratigné, les ongles s'enfonçant dans le vernis écaillé, et elle cherche ses mots, sa gorge sèche comme du papier de verre. Mais le mal est fait, cette question enfantine, naïve, sortie des lèvres roses de Michael, a fissuré le voile de la conspiration, allumant l'étincelle qui embrasera tout. Vous êtes là, dans ce moment suspendu, sentant le poids écrasant du silence qui suit. Le tic-tac de l'horloge amplifié en tonnerre, les yeux de Julius s'écarquillant sous l'assaut de la panique pure, un raz-de-marée intérieur où déferlent les images. Les nuits à Fort Monmouth, le cliquetis des machines à coder, le contact froid d'un rouleau de film 35 NB Liminat glissé dans une boîte de jello, les murmures avec Ruth, sa belle-sœur, et David Greenglass, ce traître en puissance qui tousse déjà ses confessions dans les sous-sols du bureau fédéral. Julius se penche lentement, ses articulations craquant comme des branches sèches, et il prend Michael par les épaules, ses paumes moites imprégnant la chemise d'école du garçon, l'odeur de craie et de sueur enfantine montant jusqu'à ses narines dilatées. « Ce n'était rien, mon chéri, juste un cadeau d'un ami, des graines pour le jardin secret qu'on plantera un jour. » Ment-il, sa voix rauque éraillée par le mensonge, chaque syllabe pesant comme une enclume sur sa langue, tandis que dans son esprit tourbillonnent les protocoles du GRU. Nier, dévier, enterrer. Mais Ethel, sentant le sol se dérober sous ses pieds, se mord la lèvre inférieure jusqu'au sang. Le goût métallique salé se mêlant à ses larmes contenues, et elle attire Robert contre elle, son petit corps chaud et frêle, pressé contre sa poitrine haletante, où bat un cœur affolé comme un oiseau piégé. La pièce semble rétrécir, les murs suintants se refermant comme les mâchoires d'une presse hydraulique, l'air chargé d'électricité statique, de cette peur viscérale qui fait trembler les mains et brouille la vue. Dehors, un camion de livraison gronde dans la rue, ses pneus crissant sur l'asphalte défoncé, un bruit qui évoque les sirènes hurlantes des raids policiers. Et Julius sait, au plus profond de ses entrailles nouées, que cette innocence brisée a ouvert une brèche. Demain ou après-demain, un voisin curieux, une voisine aux oreilles tendues derrière les cloisons fines, répétera ces mots anodins, et le filet se resserrera. La nuit tombe sur le Lower East Side comme un linceul noir, lourde d'humidité et de relents d'égouts débordants, les lampadaires à sodium jetant des halos orangés sur les trottoirs fendus où errent les ombres des chiffonniers et des hors-la-loi du quartier. Dans l'appartement, les Rosenberg veillent, incapables de dormir, Julius arpentant le couloir étroit au plancher qui gémissent sous ses pas feutrés, ses chaussettes usées, glissant sur le bois poli par des générations de misères juives immigrées. Il s'arrête devant la porte des garçons, entr'ouverte, et observe leurs silhouettes endormies. Michael serrant son ours en peluche râpée, Robert ronflant doucement, bouche ouverte, leur respiration régulière comme un métronome innocent au milieu du chaos. Mais dans l'esprit de Julius, c'est l'ouragan. Il revit la rencontre de la veille, le 22 juin, à 22 heures, dans l'allée sombre derrière le Delancey Street, où Anatoly Yatskov, alias Raymond,
alias le colonel soviétique au complet 3 pièces impeccables, lui a glissé la boîte métallique, 30 cm sur 20, lourde de 200 grammes de secret, contenant des spécifications de détonateurs atomiques arrachés à Oak Ridge par Greenglass lui-même. Le contact froid du métal contre sa paume, l'odeur de cuir neuf de la sacoche, le chuchotement en yiddish codé. Le renard rouge court vers l'est. Et Julius avait hoché la tête, son cœur cognant comme un marteau-piqueur. Ignorant que des yeux invisibles, peut-être un indique du parti infiltré, l'avaient déjà repéré. Ethel, lovée dans le lit aux draps reprisés, fixe le plafond craquelé où dansent les ombres des phares des voitures passant en contrebas, ses ongles s'enfonçant dans les paumes jusqu'à dessiner des croissants de lune sanglants. Elle revoit la scène, la boîte cachée dans la cavité du mur, derrière un poster délavé de Staline souriant, ses doigts au tremblant grattant le plâtre friable, poussière âcre emplissant sa gorge, et Michael, tapi dans l'ombre, observant tout avec ses yeux trop grands pour son âge. « Les méchants policiers », avait-il dit, répétant les peurs qu'elle lui avait instillées pour le tenir à l'écart, mais maintenant, ces mots résonnent comme un glas. La paranoïa s'insinue, lente et inexorable, comme l'huile infiltrant un moteur grippé. Chaque craquement du plancher est un pas d'agent fédéral. Chaque sonnerie du téléphone, muet ce soir, un appel anonyme. Julius rejoint Ethel, s'allongeant à ses côtés, son corps tendu comme un arc, et ils restent là, enlacés dans le noir, sentant la chaleur moite de leur peau se mêler à la sueur de l'angoisse, murmurant des promesses vides, on fuira à Mexico, on recommencera. Mais au fond, ils savent que le filet du FBI, tissé par J. Edgar Hoover lui-même, se resserre déjà autour d'eux, activé par des bribes comme celle-ci. Le lendemain matin, 24 juin 1950, 7 heures, le soleil se lève sur une ville en ébullition, les sirènes des pompiers hurlant au loin, couvrant les cris des vendeurs de bretzels ambulants dont l'odeur chaude et salée monte jusqu'aux fenêtres ouvertes. Julius, les yeux cernés de mauve, avale un café noir amer dans une tasse fendue, le liquide brûlant sa langue sans qu'il y prenne garde, tandis qu'Ethel prépare les garçons pour l'école. Ses gestes mécaniques, automatiques, comme ceux d'un automate remonté à blanc. Michael, sac à dos sur l'épaule, hésite à la porte, ses petits poings serrés, et répète sa question, plus insistante. « Mais, papa, c'était quoi, cette boîte magique? Pourquoi on la cache ?» Julius sent le monde basculer, un vertige le saisissant, la tasse tremblant dans sa main, gouttes sombres tachant la nappe à carreaux. Il invente une fable, un trésor pour les pauvres de Russie. Mais les mots sonnent faux, écho creuse, dans le vide grandissant. Dehors, dans la rue grouillante, un homme en trench-coat gris, chapeau incliné sur le front, note fébrilement quelque chose sur un calepin, ses yeux froids balayant les fenêtres. Agent spécial Robert Lanfer, du contre-espionnage FBI, flairant déjà la piste via un indique du Joint Anti-Fascist Refugee Committee. Mais c'est cette rumeur enfantine, murmurée à une voisine par Robert lui-même lors d'une partie de rue, qui allumera le feu. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre dans le quartier, whispers amplifiés par les lavandières polonaises et les épiciers yiddish, traversant les cours intérieures humides, où pendent les lessives dégoulinantes. Chez les Rosenberg, les gosses parlent de boîtes secrètes et de Russes la nuit. Le 25 juin, à 14 heures, dans les bureaux enfumés du Federal Bureau of Investigation, 69e rue Ouest, Manhattan, l'odeur de café rance et de cigares cubains imprègne l'air. Lanphier, lieutenant-colonel de l'US Army détaché au FBI, déplie un rapport tapé à la machine Underwood, ses touches usées laissant des lettres irrégulières. Source, mineur, enfant de 8 ans, quartier Lower East Side. Référence à remise package suspecte par individu non identifié. Lien potentiel, CPUSA. Son cœur s'accélère. Adrénaline pure.
doigts tambourinant sur le bureau en chêne massif, tandis qu'il compose le numéro de surveillance. Activez que sur Monroe Street. Photo. Écoute. Priorité atomique. Vous sentez la pression monter, le cliquetis des téléscripteurs crachant des bandes jaunâtres, l'odeur d'ozone des tubes à vide des radios, et au loin, le grondement de la guerre de Corée qui justifie tout. Les jours suivants s'étirent en un supplice lent, chaque heure une éternité de suspicion. Chez les Rosenberg, le 27 juin, 20 heures, la famille dîne en silence, fourchette tintant contre les assiettes en porcelaine ébréchée, l'odeur fade de pommes de terre bouillies masquant celle de la peur rance. Julius sent des picotements dans la nuque, comme si des yeux invisibles le transperçaient. Et effectivement, de l'autre côté de la rue, dans une Buick noire aux vitres teintées, deux agents mâchent des sandwichs spongieux, jumelles braquées, flash discrets capturant chaque ombre. Michael, sentant la tension, pose sa cuillère. « Papa, les méchants viennent vraiment ?» Ethel étouffe un sanglot, sa gorge nouée, et Julius, blême, murmure « Jamais, fiston !» Mais le mensonge pèse comme une pierre tombale. La nuit du 30 juin, Julius démonte la boîte dans la salle de bain aux carreaux fissurés. L'eau goûtant du robinet défectueux en un rythme hypnotique, ses mains tremblantes, extrayant le film minuscule, odeur chimique piquante des émulsions, qu'il avale presque. Non, il le brûle dans l'évier. Flamme bleue d'encens, cendres dispersées dans les égouts, mais trop tard. Le mal est semé. Le 17 juillet 1950, 7 heures du matin, porte de l'appartement fracassée par un bélier d'acier froid, hurlement des gonds arrachés résonnant comme un glas, poussière de plâtre volant dans l'air matinal chargé d'humidité. Agents du FBI en chemise blanche à mi-donnée, insignes luisants, envahissent l'espace, odeur de sueur masculine et de poudre non brûlée, menottes d'acier claquant aux poignets de Julius, le métal mordant sa peau, tirant des larmes de rage impuissantes. Espionnage soviétique, Rosenberg. Vos gosses ont tout balancé. Gronde l'agent en chef, Merrill, visage rougeau, haleine de whisky. Ethel hurle, agrippant les enfants terrorisés, Michael pleurant. Papa, la boîte! Confirmant l'irréparable. Julius est traîné dehors, menottes entaillant ses chairs, le soleil éblouissant ses yeux, voisins massés sur les paliers, murmure comme un chœur funèbre. Emmené au sous-sol du 90 Church Street, interrogatoires interminables sous néons blafards bourdonnants, odeur de moisi et de désinfectant, chaise métallique froide contre ses cuisses tremblantes, Lampfer le cuisant. Votre fils a vu Yatskov. Les boîtes, les microfilms. Parlez, ou ils crèveront tous. Est-elle arrêtée le 11 août, scène surréaliste. Enfant confié à un oncle, elle menottait dans la cuisine encore imprégnée de l'odeur du petit déjeuner inachevé, ses cris déchirants « Mais garçon !» écho se perdant dans les escaliers sombres. Procès au Southern District Courthouse, Foley Square, dès l'été 1951, salle aux lambris sombres étouffantes, odeur de vieux bois et de transpiration nerveuse, jury au visage fermé, procureur Saïpol tonnant comme un prophète vengeur, trahison atomique. La question d'un enfant a percé le voile. Témoignage de Greenglass, sueur coulant sur son front, voix chevrotante détaillant les schémas passés via Gello, Ruth pleurant, brisée, Julius nie, Ethel nie. Mais les gosses, appelés comme témoins indirects via déposition, leurs mots innocents cités comme preuves irréfutables, scellant le destin. La lente agonie s'étire. Condamnation à mort, 5 avril 1951. Marteau du juge Kaufmann claquant comme un coup de feu. Silence assourdissant ensuite. Garde traînant les époux hagards. Cellule de Sing Sing puant l'urine et la défaite. Visite aux garçons derrière vitres blindées. Voix déformée par les micros. Maman,
Pourquoi? Cœur brisé en 1000 éclats. Appels, pétitions mondiales ignorées, McCarthy rampant dans les couloirs du pouvoir, guerre froide enragée par Alger-Is et les bombes de Joe I soviétique, fruit de leurs secrets. La nuit du 19 juin 1953 approche, veilles interminables, sueurs froides des époux dans leurs cellules adjacentes, murmures à travers les murs, pour l'idéal. Mais le doute ronge, la question de Michael entend comme un fantôme. À 20h, 19 juin 1953, Sing Sing, chambre de la mort aux murs verts suintants, odeur d'électricité statique et de peur primitive. Chaise d'acier aux électrodes humides luisant sous les ampoules crues. Julius, d'abord, nu jusqu'à la taille, peau goosebumped par le froid clinique, sang sanglé, cœur battant la chamade, tandis que le bourreau ajuste les sangles, cuir mordant les chairs, 800 volts traversant son corps en convulsions infernales, odeur de chair grillée, fumée âcre emplissant la pièce, témoin détournant les yeux, nausée collective. Est-elle ensuite fragile, cheveux relevés, baiser au vert pour les enfants absents, électrocution plus longue, corps secoué comme une marionnette désarticulée, 57 secondes d'agonie, silence après, lourd, oppressant, gardes essuyant la sueur, bourreau allumant une cigarette tremblante. Après, le vide. Enfants orphelins, Michael et Robert arrachés au monde, placés chez des parents, nuits hantées par le fantôme de la boîte magique, quartier du Lower East Side muet, vent chaud balayant les ruelles vides, écho d'une innocence perdue. L'Amérique triomphe, mais dans l'ombre, le doute persiste. Poids historique écrasant les survivants. Silence après la tempête. Exhaustion physique. Choc émotionnel. Réalisation du gouffre. Une question a tout englouti. Famille pulvérisée. Secrets enterrés sous des tonnes de mensonges officiels. Vous restez là, dans ce silence assourdissant, sentant le poids du monde s'abattre, microséconde éternelle de ce qui fut. Les corps inertes, Julius d'abord, torse noirci en stries carbonisées, veines éclatées sous la peau blême, ételle voisine, lèvres tuméfiées figées en un rictus muet, cheveux collés de sueur et de sang, sangles laissant des marques violettes sur les poignets frêles. Le légiste, main gantée tremblante, incise le sternum d'un scalpel froid, sonde le cœur arrêté, murmure « Mort confirmée, 20h12 », tandis que l'assistant vomit dans un seau d'étain, relents acides se mêlant à l'ozone persistant. Couloir de Sing Sing, écho de roues grinçantes sur le béton humide, drapes blancs traînant comme des fantômes, portes claquant en cadence funèbre, nuit du 19 juin, avalant tout. À des miles de là, dans un appartement exigu du Bronx, Michael, 10 ans, yeux creux rivés à l'horloge murale, aiguille rampant vers 20h15. La tante, lèvres pincées, téléphone collé à l'oreille, voix brisée. « Oui, oui, c'est fait. » Clic. Silence. Michael se love sous la table, doigts crispés sur un transistor éteint, attendant la voix familière de la boîte magique, celle qui promettait « Bientôt, mon chéri ». Robert, plus jeune, 7 ans, dans la pièce voisine, berce un ours borgne, pelage râpé par trop d'étreinte, murmure « Maman rentre pas ?» Larmes traçant des sillons salés sur ses joues sales. La tante s'effondre sur une chaise, mains couvrant son visage, sanglots étouffés comme des vagues contre des digues fragiles. L'aube du 20 juin suinte grise par les fenêtres sales, journaux claquant dans les boîtes aux lettres, gros titres hurlant « Justice rendue », photos floues des époux menottés, éditoriaux triomphants de Walter Winchell crachant « Traître frites ». Dans la cour d'école du Lower East Side, poings serrés, Michael affronte le cercle de gamins au rire cruel. « Ton père a vendu la bombe au rouge. »
Ta mère l'a aidé, sorcière. Un caillou siffle, entaille la tempe, sang goûtant chaud sur le col amidonné. Maître d'école détournant les yeux, murmure. Laisse-les, Mickey, c'est la loi du pays. Robert, tapis derrière un poubelle, urine chaude dans son pantalon, honte brûlante, monde rétréci à un trou noir. Semaine rampante, nuit hantée. Michael, couette trempée de sueur, revit la visite dernière. Vers épais séparant, lèvres de maman formant « Sois fort » pour l'idéal. Mais le doute germe, vers rongeur. Et si l'idéal n'était que fumée? Robert hurle dans le noir, vision d'éclairs bleus traversant des murs verts, corps de poupée secoué de spasmes. La tante, voix cassée, lit les lettres d'adieu. Mes amours, vivez libres. Mais les mots se dissolvent en cendres. Plaçard rempli de coupures de presse jaunissantes, pétition refusée par Eisenhower, portrait d'Alger Hiss ricanant en sous-main. Mois plus tard, automne 1953, parc de Washington Square. Feuilles mortes tourbillonnant sous un vent froid, Michael surpris par un homme en trench coat usé, chapeau baissé. Ton oncle David. Il a menti, petit. Green glass, pour sauver sa peau. Mots comme un poison lent, yeux de l'enfant s'écarquillant, cœur cognant. David, le frère de maman, qui a juré les secrets atomiques, schéma volé, mais voix chevrotante à la barre, deal avec le FBI pour 5 ans de tôle seulement. L'homme s'évanouit dans la brume, laissant un pamphlet froissé. Les Rosenberg innocents, Venona, mensonge classifié. Michael le cache sous son pull, brûlure contre la peau, conflit naissant, tempête intérieure. Croire le pays ou le fantôme des parents? Noël 1953, maison des Méropoles, sapin clignotant faussement joyeux, Abby et Anne, nouveaux gardiens, main tendre mais regards hantés par l'ombre. Dîner silencieux, fourchette raclant l'assiette. Robert chuchote. Pourquoi ils nous ont laissés? Michael fixe le vide, pamphlet déplié en secret sous la table, mots gravés. Ethel n'a rien dit, rien donné. Victime collatérale. Sueur perle au front, gorge nouée, explosion contenue, assiette fracassée au sol, tesson étincelant, cri primal, mensonge, tout est mensonge. Anne accourt, étreint, mais le doute s'enracine, fissure béante, conflit familial naissant, États-Unis triomphant dehors, mais dedans, volcan couvé. 1954, McCarthy tombe, mais l'hystérie couve. Audience télévisée, voisins jetant des œufs sur la porte des Méropoles, communistes. Michael fugue une nuit, erre ruelle sombre, trouve un meeting clandestine, banderole, justice pour les Rosenberg, orateurs enflammés révélant câbles Venona trafiqués, Hiss comme l'heure. Bombe soviétique pas due à Julius seul. Retour à l'aube, lèvres tuméfiées d'une bagarre, Robert pleurant, reste, Mickey, reste. Mais les frères s'éloignent déjà, gouffre grandissant, loyauté au sang contre Amérique blessée, secret suintant comme pu d'une plaie ouverte. Année lente, 1955, école secondaire. Michael fouille bibliothèque poussiéreuse. Microfilm jauni, aperçoit nom effacé. Klaus Fuchs, vrai maître espion, Rosenberg comme fourmi sacrifiée. Professeur surpris, confisque, mais semence plantée, rage bouillonnant, procès truqué, peine disproportionnée. Robert, mutique, dessine chaises électriques infinies, pages noircies de crayons mâchés. Visite à Ossining, grille rouillée de Sing Sing, guide bourru. Ils ont supplié jusqu'au bout, elle surtout, pour les gosses. Vent froid fouette, larmes gelées, conflit culmine en hurlements intérieurs. Maman, pourquoi? Non plus innocence enfantine, mais accusation cosmique, monde fracturé, l'embrasier consumant tout. Années 60, braise ravivée. Michael, barbe naissante,
chemise froissée. Tape frénétiquement sur Underwood, rouillé, page volante, La vérité sur Venona, nom souligné, Green Glass menteur, Gold perfide, J. Edgar orchestrateur. Robert, spectre silencieux, fixe photo jaunie, papa souriant, maman aux yeux implorants, cadre fissuré sur table bancale. Télé en fond, Kennedy assassiné, Oswald criant « Je suis une patrie », écho des Rosenberg, Michael bondit, poing serré, hurle à la nuit, même cri, même mensonge. 1963, marche sur Washington, foule ondulante, Michael traîne Robert, pancarte, justice pour les martyrs, sueur mêlée à cris, King vibrant, j'ai un rêve. Mais Michael murmure, le nôtre est mort à Sing Sing. Confrontation. Robert s'arrête net, voix brisée. Tais-toi, Mikey, laisse-les reposer. On est vivant, c'est tout. Poussée violente, poing dans la poussière, frère roulant au sol, sanglots étouffés dans la boue. Traître contre fantôme. Gouffre comblé un instant par étreinte tremblante, puis séparation âpre sous pluie battante. Climax, 1968, Chicago. Convention démocrate. Chaos urbain. Gaz lacrymogène âcre. Matraque sifflant. Michael au cœur. Mégaphone rauque. Les Rosenberg étaient innocents. Venona truqué. Foule hurlante. Flic chargeant. Coup de tonfan fracasse arcade. Sang goûtant sur manifeste froissé. Arrestation. Menottes glacées. Cellule puante. Robert surgit à l'aube. Avocat en toque. Yeux fous. Arrête, Mickey! Ils te tueront comme eux. Visage contre grille. Confession muette. J'ai lu les dossiers volés. Fuchs roi. Pas papillon. Mais toi, t'es mon feu. Libéré sous caution. Nuit d'août moite. Frère sur toit de Wellfleet. Vagues léchant falaises. Étoiles indifférentes. Michael déplie ultime câble. Ethel clean. Sacrifice pour les boys. Silence étiré. Vent salé fouettant larmes. Robert allume briquet. Feu dense sur papier. Cendres tourbillonnant vers océan. Non destruction, mais libation. Étreinte finale. Dos tourné à l'Amérique fracturée en bas. Volcans apaisés en braises éternelles. On vit pour eux, souffle Michael. Robert hoche, cicatrice luisante. Fondu au noir, vagues infinies, héritage couvant sous cendres.